Bonjour à tous. Donc, l'idée, c'est de vous présenter notre base ATUS et BPC. Donc, l'origine de cette base provient d'une collecte de données dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation donc sur l'atezolizumab, qui a eu lieu du coup entre mai 2019 et mars 2020. Et les patients inclus étaient atteints d'un cancer bronchique à petites cellules. Donc, en termes de données de la base à proprement parler, donc avant l'initiation de traitement, donc qui correspond à la visite d'inclusion finalement, les données récoltées étaient l'historique de la maladie, les traitements antérieurs, le poids, l'âge et le sexe du patient, l'examen clinique, un bilan sanguin, donc rénal, glycémique et hépatique notamment, mais également un bilan thyroïdien. Ensuite, à chaque cycle de traitement, donc d'une durée de 3 semaines chacun, les données collectées étaient les données relatives à la tolérance, mais également l'examen clinique. Et enfin, l'évaluation de la réponse tumorale était collectée donc tous les 3 cycles de traitement par le biais donc, clinique et ou radiologique. Donc 1402 patients ont été inclus dans cette ATU, dont 1362 patients traités. Donc c'est des patients pour lesquels on a délivré des commandes d'atezolizumab. En revanche, 46% des patients ont au moins une fiche de suivi. Donc en d'autres termes, 54% des patients ont uniquement les données donc, avant l'initiation de traitement de la première colonne. Donc, au niveau de l'utilisation principale de cette base, donc, un rapport final a été publié et disponible sur le site de l'ANSM. Et de manière générale, les données d'ATU pourraient servir à analyser l'impact du traitement. Encore faut-il que les données de suivi restent suffisantes pour pouvoir le faire. Et on l'a vu avec les 46% de données de suivi. Donc, de ce fait, a émergé le projet Link-Atezo, donc un projet d'appariement indirect entre notre base ATU et le SNDS pour enrichir les données de notre base. Et une publication sera réalisée prochainement sur l'appariement. En parallèle, donc une étude rétrospective, l'étude Clinatezo, qui est menée par l'IFCT, donc un groupe coopérateur en pneumologie, a permis d'étudier 518 patients de l'ATU et pour lesquels nous avons pu avoir les informations sur la durée de traitement sous atezo, les traitements ultérieurs et la survie. Et je te laisse la main, Valérie, pour l'appariement. Merci. Alors, tout d'abord, on peut quand même préciser que l'appariement au SNDS, donc c'est un appariement indirect, a été quand même une longue, un long travail avec beaucoup d'allers-retours. On avait tellement peu de patients appariés en première phase qu'on a fait une étude sur le PMSI pour essayer de comprendre pourquoi on retrouvait aussi peu de patients. On a également fait un contrôle des fiches ATU manuelles, parce que c'était des fiches papier à l'époque, pour essayer de comprendre est-ce qu'il n'y avait pas des erreurs sur les dates de naissance des patients ou sur autre chose. Et non, on n'a pas trouvé d'erreur. Et donc, à force de continuer à essayer, donc, après la première phase d'appariement qui comportait des critères un petit peu serrés sur la date d'administration d'atezolizumab que l'on pouvait retrouver suite à la demande d'accès au traitement, on avait retrouvé finalement que 243 patients, qui est quand même assez peu sur un total de 1400. Donc, on a essayé une autre phase, donc la phase 2, où on avait inclus ces patients non retrouvés, plus tous les patients qui n'avaient absolument pas de fiche de suivi dans l'ATU, c'est-à-dire donc on ne savait pas du tout quand est-ce que pouvait commencer la première date d'administration de l'atezo. Et au final, on a récupéré 412 patients avec cette deuxième phase. Donc, on a ensuite fait une étude exploratoire dont je ne parlerai pas parce qu'en plus, les résultats sont finalement en cours de retraitement pour la énième fois, puisqu'il y a eu apparemment des erreurs, mais qui n'avaient pas de critères portant sur la dispensation d'atezolizumab. Donc, c'est des patients qui probablement sont peut-être des patients de l'ATU, mais pour lesquels on n'a aucune information sur les administrations d'atezolizumab ou quasiment aucune. Alors, donc, au final, cet appariement, on a réussi seulement à apparier que 47,7% des patients. Et quand on a étudié un petit peu les dates dans le SNDS d'administration d'atezolizumab, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de patients dont la première administration était quand même très en retard par rapport à la date d'administration du traitement. Alors, on en a dit plus de 22 jours, mais ça peut aller jusqu'à 90 ou il y a même beaucoup plus que ça.
Et ça prouve que, en fait, ce qu'on a compris à force d'enquêter sur ces données, c'est que les données de cette ATU, dans le SNDS, la consommation d'atezolizumab n'est pas remontée, dans 100% des cas, bien sûr. Il y a des patients pour lesquels ça n'a jamais été remonté. Il y a des patients pour lesquels ça a été remonté dès le début, mais on ne sait pas lesquels. C'est-à-dire qu'en fait, on a une forte incertitude sur l'exactitude du démarrage d'atezolizumab dans le SNDS. Donc, on ne peut absolument rien faire avec ces données, même pour les patients appariés, parce que si on étudie la durée de traitement d'atezolizumab, on est sûr à peu près de se tromper. On n'est même pas sûr d'avoir toutes les dispensations dans le SNDS. Si on essaye de faire des durées de survie, on risque de se tromper, c'est-à-dire qu'on risque de ne pas commencer au bon moment, au début du traitement d'atezolizumab. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que heureusement qu'on avait fait une étude rétrospective qui a une méthodologie totalement différente, parce que les données appariées, sincèrement, et même les données de l'ATU, puisqu'elles sont quand même très très peu renseignées, hein, les données de suivi, on n'a carrément aucune utilisation possible de ces données. Donc je déconseille formellement d'essayer de les utiliser parce qu'on va essayer on va trouver des choses qui n'ont aucun sens. Et heureusement, je vous dis qu'on a une vraie étude rétrospective sur 500 patients pour cette ATU parce que sinon on aurait quand même un petit peu désespéré. On ne peut absolument pas conclure quoi que ce soit. Alors, juste un petit point. On a vraiment enquêté avec des interviews auprès de pharmaciens hospitaliers et aussi de médecins DIM pour comprendre pourquoi est-ce que ces données sont mal remontées. Alors, c'est vrai qu'un des critères qui peut aider à comprendre, c'est que cette ATU était en réalité, le produit était donné gratuitement. Maintenant, dans les accès précoces, les produits sont toujours payants et sont remboursés par la sécurité sociale suivant un principe qui est différent de celui des produits qui ont leur autorisation, enfin leur remboursement de droit commun. Et il faut savoir aussi que les données qui remontent dans le PMSI, il y a deux types de données. Il y a toutes les données sur les séjours qui sont contrôlées par le DIM, et ça se passe en général assez bien. Il y a quelque chose d'assez très contrôlé pour pouvoir rembourser les hôpitaux par rapport aux séjours hospitaliers. En revanche, tout ce qui est donné, qu'on remonte par le circuit qu'on appelle fiche comp, donc les données d'utilisation des produits d'Alistansus ou des produits en accès précoce ou en ATU, c'est le pharmacien hospitalier qui est responsable de tout ça. Et les données sont collectées souvent au niveau de l'utilisation des produits par les cliniciens dans le logiciel de chimiothérapie. Et c'est là que les erreurs, soit de codage, de code Listansus, de code d'accès précoce ou de date, etc. Enfin, les dates encore, c'est les dates de Cancero, donc du logiciel de Cancero, donc elles sont assez exactes. Mais il y a énormément de manques, d'erreurs qui ne peuvent pas forcément être contrôlées par le pharmacien hospitalier sur 100% des administrations. Donc, la leçon qu'on en a tirée, c'est que lorsqu'on a volonté de faire un appariement pour un accès précoce, il faut avoir prévu au départ, au moment de l'accès précoce, de collecter les NIR parce que, honnêtement, un appariement indirect dans le cas d'un accès précoce, c'est vraiment, vraiment très risqué. On risque d'avoir des informations qui sont manquantes dans le SNDS et qui risquent de compromettre l'utilisation des données. Donc, le problème, c'est qu'actuellement, le référentiel pour les accès précoces ne permet pas donc, de collecter le NIR. Ça veut dire une demande d'autorisation CNIL supplémentaire et donc des délais. Mais je pense que c'est vraiment, si on veut faire une étude d'appariement sur un accès précoce, c'est vraiment indispensable.